matin. Mais d'abord, 9 mois après le décès de sa mère Elisabeth II, Charles III va donc être couronné demain en Mondovision. Et toute la journée, Europe 1 vous emmène dans les coulisses de cette cérémonie exceptionnelle. C'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. La monarchie britannique qui va faire grand étalage de son faste et de sa pompe. Mais au-delà de l'apparat, ne manquons pas de voir toute la symbolique du pouvoir, de la légitimité, la puissance et la protection, la justice et l'immortalité. C'est tout cela que figurent l'or, les pierres précieuses et l'hermine de la couronne dont on va ceindre le front de Charles III demain. Et c'est tout cela que les Windsor vont montrer au monde, la démonstration du pouvoir par la monstration. Pour nous raconter ce couronnement de Charles III, j'ai le plaisir d'en recevoir le grand spécialiste. Bonjour Stéphane Bern. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Tous les après-midi sur Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre, vous êtes à Londres. Stéphane, vous allez nous détailler le programme de la cérémonie. Mais d'abord, j'ai une question peut-être un peu plus générale, un peu plus philosophique, Stéphane. Ce couronnement, qu'est-ce que ça représente? Pourquoi est-ce qu'au XXIe siècle, on perpétue encore un rituel qui nous vient tout droit du Moyen-Âge, C'est même au-delà, puisque la plupart des éléments du sacre, parce que c'est plus qu'un couronnement, c'est un sacre, c'est une personne profane, le roi d'Angleterre qui est roi, vous l'avez rappelé depuis le mois de septembre, qui devient un personnage quasi sacré. Il devient le lieutenant du Christ sur terre et chef de l'église anglicane par l'onction, c'est le seul moment qui sera protégé des regards des caméras. Mais au fond, ce qui se passe, c'est que en Angleterre, il y a cette cérémonie qui date depuis le sacre, le couronnement ou le sacre, comme vous voulez, du roi Salomon, en fait. Il y a des rites de reconnaissance. C'est le premier élément du sacre. Il va se tourner vers les 4 points cardinaux et l'archevêque de Canterbury va demander si on reconnaît cet homme comme le roi d'Angleterre et du Royaume-Uni. Puis ensuite, il y a tous les rites, si vous voulez, de passage qui font d'un homme privé, d'un roi, certes, une figure mystique. Et c'est cela qu'on va vivre. C'est la dernière monarchie sacrale d'Europe. Il y a bien au Japon, en Thaïlande, d'autres rois sacrés, mais celui d'Angleterre est le dernier roi sacré d'Europe. Oui, oui, parce qu'en fait, vous avez raison, plutôt que couronnement, nous devrions dire sacre, parce que c'est l'union du souverain à son peuple devant Dieu, presque un mariage qui va être accompli demain. Alors, le protocole, vous avez commencé à nous en parler, Oui. Stéphane, la reconnaissance, vient ensuite le serment, ça c'est très important, Oui. et le moment le plus sacré de la cérémonie, j'aimerais qu'on s'y attarde, que vous nous racontiez cette onction royale à l'huile sacrée. Qu'est-ce que c'est que cette onction, Stéphane Bern? C'est un peu, si vous voulez, ce que les rois de France connaissaient lors du sacre à Reims, c'est-à-dire avec le Saint-Crème, et cette huile qui est contenue dans une ampoule et qui va être utilisée par l'archevêque de Canterbury. Avec la cuillère de l'onction est sans doute l'élément le plus ancien, puisque pendant la Révolution de 1640, tout a été dispersé. On a tout dû refaire les régalias, c'est-à-dire les insignes de la royauté, à partir du XVIIe siècle pour le couronnement de Charles II. Et donc, avec cette cuillère, l'archevêque de Canterbury va procéder à l'onction à différentes parties du corps du roi, et il sera caché derrière un paravent. Autrefois, la reine Elisabeth avait un dais qui la protégeait du regard du public. Là, il y a un écran de tissu qui représente... On ne va pas voir. On ne peut pas voir ce moment, qui est un moment tout à fait sacré et qui transforme un homme en une... C'est la transfiguration, c'est très religieux finalement. Oui. Mais c'est un très beau, très bel écran de tissu avec un arbre de vie qui représente, avec 56 feuilles qui représentent chaque pays du Commonwealth. Il faudra peut-être enlever la Jamaïque dans quelques semaines, mais pour le moment, toutes les feuilles sont là et elles tiennent. Voilà, donc c'est de la part de mystère, mystère, vraiment Oui. le mystère. On ne peut pas tout voir. La part de sacré est aussi dans ce mystère. Alors voilà, ensuite vous l'avez dit, il y a la cérémonie de l'investiture, la réception de ces régalias, de ces objets royaux. On s'arrête un instant sur ce trousseau royal qui va être donc remis demain à Charles III. Il y a des artefacts sacrés
qui se transmettent comme ça depuis près de 1000 ans. Et ça, il y en a de plus en plus, on a l'impression. Combien a-t-il d'épées, par exemple? Il y a les 3 épées symboliques, dont la Curtana, qui est l'épée brisée de la miséricorde, l'épée de la justice spirituelle, l'épée de la justice temporelle. Il y a les sceptres, le sceptre avec le Cullinan, et le sceptre avec de Dove, qui est la colombe qui représente le Saint-Esprit, la couronne de Saint-Édouard qu'on va poser sur sa tête. Ensuite, il partira avec la couronne impériale d'État. Mais si vous voulez, tout cela a une signification. Il y a les bracelets aussi de la clémence et de la sincérité, la bague, l'anneau en tout cas de l'alliance avec le peuple. Tout cela fait partie des rituels anciens. L'archevêque de Canterbury l'a dit, cette cérémonie plonge dans l'histoire. Mais ce qui est très intéressant dans ce qui va se passer demain, c'est que en réalité, le roi Charles a changé complètement le protocole. Autrefois, il y a 70 ans pour la reine Elisabeth, c'était des hommes des hommes blancs de plus de 70 ans. Là, ce sont des femmes, principalement, beaucoup en tout cas, issues de la diversité ethnique, religieuse. Il y a surtout pour la première fois, toutes les religions seront représentées et ce sont eux qui vont apporter les régalias. Pour l'anecdote, le grand rabbin d'Angleterre va y participer, Ephraim Mirvis, et comme c'est le samedi, que c'est le Shabbat, il ne peut pas rouler, donc il va dormir chez le roi pour pouvoir aller à pied à l'abbaye de Westminster. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a adapté, avec l'accord de l'archevêque de Canterbury, on a adapté ce protocole au fait que, le roi voulait un couronnement qui représente la nouvelle société britannique, multiethnique, multiraciale, multiconfessionnelle, et c'est ce que nous allons voir demain sous nos yeux. Ça va être tout à fait inédit en fait. Alors, et comment c'est reçu par les Britanniques justement cette modernisation d'une cérémonie millénaire? Certains vont vous dire que on la galvaude, qu'on la dénature, qu'à vouloir la moderniser, on la vide de sa substance. Comment c'est vécu au Royaume-Uni? Alors, vous avez raison, sans doute. D'une part, les très conservateurs, les ultra-conservateurs se protestent, notamment les ducs et pairs. J'ai entendu des ducs royaux, qui autrefois des ducs, comme le duc de Rutland, par exemple, à qui on a demandé qu'on n'a pas invité. La plupart des ducs et membres de la Chambre des Lords n'ont pas été invités. Les pairs héréditaires, c'est-à-dire ceux-là même qui autrefois participaient au couronnement, n'ont pas été invités. Il n'y a que 40 membres de la Chambre des communes, 40 membres de la Chambre des Lords qui ont été invités. Donc oui, tous les ultra-conservateurs sont opposés à cette modernisation, cette transformation. Mais d'un autre côté, il y a aussi, il faut plaire aux plus jeunes, si vous voulez. La méritocratie a remplacé l'aristocratie, et parmi les invités, vous avez 850 jeunes qui appartiennent aux associations caritatives, vous avez 450 autres qui font partie des fondations du roi Charles. Donc vous voyez, il y a une évolution nécessaire des rituels traditionnels. Les notoires ont pris la place des notables, hein, si je vous ai bien suivi, Stéphane Bern. Bon, regardons quand même qui va assister au couronnement, parce que tout de même, il y a toutes les têtes couronnées d'Europe. Vous avez raison, et c'est peut-être l'une des plus grandes transformations qu'il y a eu. Autrefois, aucun chef d'État étranger n'assistait à un couronnement du roi d'Angleterre. Pour quelle raison? D'abord parce que c'est une alliance, et vous l'avez rappelé, Dimitri, c'est une alliance entre le roi et son peuple. Et donc, il n'y avait aucune raison que d'autres souverains y assistent. Et par ailleurs, une simple question protocolaire, c'est que quand le roi Charles devient le nouveau venu, et de ce fait, si vous voulez, les autres ont un privilège de l'antériorité. Mais ce qu'a fait le roi Charles très intelligemment, c'est qu'il a transformé cet événement planétaire en soft power, comme disent les Anglais, c'est-à-dire en faisant en sorte que Londres devienne la capitale mondiale pendant quelques heures. Et il y a là tous les souverains de la Terre, les souverains d'Europe évidemment, mais aussi, je pense au prince héritier du Japon, je pense au roi de Malaisie, au roi de Thaïlande, qui se déplace assez peu. Voilà, donc un certain nombre beaucoup de chefs d'État, le président allemand, le président français, beaucoup de présidents de la République, des républiques européennes. Et Joe Biden ne sera pas là. Joe Biden est absent. Son épouse, vous savez, il se déplace de moins en moins, mais c'est Jill Biden qui va représenter les États-Unis. Non, il y a une représentation phénoménale du monde entier. Et d'ailleurs, vous savez, les Anglais qui commencent à critiquer le coût de la cérémonie, 280 millions d'euros, dit-on.
eh bien, déjà les premiers chiffres tombent sur ce que ça va rapporter. Ça va rapporter peut-être une fois et demie ce que ça va coûter, notamment parce qu'il n'y a plus une chambre d'hôtel disponible à Londres et que effectivement, on pense toujours à ce que ça coûte, on pense jamais à ce que ça rapporte. Alors, ce qui coûte cher, évidemment, c'est la protection de tous ces chefs d'État pour l'armée. Mais voilà, je trouve que c'est important pour le roi d'Angleterre de faire cette entrée dans le concert des nations avec un tel aréopage mondial. Ce qui est frappant, c'est on sent qu'il est pénétré de cette idée, imprégné de cette idée, Charles III, que le monarque est l'esclave de son peuple et il faut s'adapter à lui. On sait qu'il veut, Stéphane, une monarchie allégée, resserrée, attentive au train de vie. Il a vous savez, autrefois, il y avait la reconnaissance. God Save the King disait évidemment tous les pères. Là, il a demandé à ce que ce soit le peuple, qu'il soit reconnu par le peuple. Il a voulu une cérémonie populaire. D'ailleurs, on a enlevé le saumon pour le lunch, vous le savez, du dimanche, pour une quiche aux épinards vegan. En plus, que nous avons goûté en direct sur Europe 1 à 7h30. Et donc, j'ai entendu ça. Et donc, si vous voulez, ce qui est très intéressant, oui, il a voulu une cérémonie allégée, de la sobriété. On recycle aussi beaucoup de choses, notamment les vêtements du sacre. On recycle les couronnes. Autrefois, on fabriquait une couronne pour la reine consort. Là, Camilla va utiliser la couronne de la reine Mary. Donc, si vous voulez, c'est tout un travail de sobriété, de simplicité, moins fastueux, mais tout en plongeant dans les racines de l'histoire, avec les rituels qui sont les rituels anciens et traditionnels, parce que il faut rendre présent aujourd'hui ce qui date depuis 1066 et même avant, puisque Saint-Édouard a régné avant Guillaume le Conquérant. Longue vie au Royaume-Uni, longue vie à Charles III et à Stéphane Bern aussi, que l'on écouterait pendant des heures. Merci Stéphane. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans Europe 1 Matin. Je vous souhaite un bon couronnement, un bon sacre royal, parce que c'est précisément cela que nous allons vivre ce week-end. Merci à vous Stéphane. Merci beaucoup, bonne journée à tous. Et on va continuer à parler du sacre royal de Charles III tout au long de la journée sur Europe 1. C'est votre vendredi thématique.